Bonsoir, bienvenue à la reprise de nos travaux. Nous sommes très très heureux de conclure ce colloque, L'humain qui vient, qui a été très riche et j'aimerais prendre ce petit moment pour remercier tous les intervenants qui nous ont donné 2 jours de réflexion, comme je le disais, riche et très stimulante, en espérant évidemment qu'il y aura une suite, et je suis assez convaincu qu'il y en aura une suite à l'humain qui vient, soit dans la poursuite de ce groupe de recherche, soit peut-être dans la tenue d'un autre colloque, dans un avenir pas trop lointain. Je suis très, très heureux, et ainsi que toute l'équipe de ce groupe de recherche, l'équipe du Frénois également, d'accueillir en clôture de notre colloque la philosophe Vinciane Després. Vinciane Després, philosophe, comme je le disais, professeure à l'Université de Liège ainsi qu'à l'Université libre de Bruxelles. Donc, ces recherches ont d'abord porté sur les relations que les scientifiques créent avec les animaux, ce qui l'a évidemment mené à explorer les différentes formes de savoir qui se constituent à partir de ces mêmes relations. Elle a été commissaire scientifique de l'exposition Bêtes et Hommes qui s'est tenue à la Grande Halle de la Villette à Paris en 2007-2008, et ses travaux l'ont également conduite à s'intéresser à l'ethnopsychologie des émotions. Des spécialistes donc de philosophie et anthropologie des sciences. Elle travaille ainsi, et comme je viens de le suggérer, au croisement de l'humain et de l'autre vivant à côté de l'humain, voire de l'au-delà de l'humain ou du par-delà l'humain. Je présente ainsi son horizon de recherche afin de créer le lien que l'on voit donc se tracer entre son travail et le fil conducteur à la fois de notre groupe de recherche et de notre présent colloque, L'humain qui vient. Vinciane Després a beaucoup écrit. Nous ne citerons pas ici tous ses ouvrages, mais je rappellerai parmi les plus importants. En 1996, aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, naissance d'une théorie éthologique, la danse du cratérope écaillé. C'était en 1996. Ensuite, en 1999, toujours aux Empêcheurs de penser en rond, ces émotions qui nous fabriquent, ethnopsychologie de l'authenticité. Quand le loup habitera avec l'agneau, c'était en 2002, au Seuil. Hans, le cheval qui savait compter, c'était également au Seuil en 2004. Chez Gallimard en 2007, Bêtes et hommes. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, aux éditions de La Découverte, c'était en 2012. Au bonheur des morts, publié aux éditions de La Découverte en 2015. Ce livre, Au bonheur des morts, a été récompensé par le prix de philosophie 2016 des rencontres philosophiques de Monaco. Ensuite, elle a publié Les faiseuses d'histoire, que font les femmes à la pensée, avec Isabelle Stengers, avec qui elle travaille et écrit. Et ensuite, en 2017, Le chez-soi des animaux, chez Actes Sud, et tout récemment, en 2019, Habiter en oiseau. Vinciane Després nous présentera son intervention qui sera évidemment consacrée en grande partie à son dernier thème de recherche, détaillé dans son dernier livre, Habiter en oiseau. Vinciane Després, je vous donne la parole en vous remerciant très chaleureusement de clore notre colloque, L'humain qui vient. Alors, je vous remercie tous non seulement de m'avoir invité, mais d'avoir aussi organisé ce passionnant colloque. Je n'ai pas pu assister à tout, mais ce à quoi j'ai assisté me donnait vraiment envie de prolonger. Alors, je vais faire un lien avec ce qui vient de se passer dans les interventions précédentes en disant, tiens, que ce que j'ai imaginé, en fait, c'est un pas de côté par rapport à Habiter en oiseau, dans la mesure où ce que je vous proposais, c'était une fiction, cette fois-ci, une fiction mettant en scène des animaux et des humains dans un futur. Alors, cette fiction, je vais vous la lire, puisque je l'ai écrite. Elle est extraite d'une fiction que j'avais écrite ces derniers temps, dont j'ai repris des extraits que j'ai un peu réagencés pour répondre d'une certaine manière aux motifs du colloque. Et je dirais que le lien que je ferai, c'est d'abord avec la proposition superbe d'Olivier Perriquet
cette proposition de nous rendre capables, je vais le citer puisque j'ai noté pendant qu'il parlait, de dispositions mimétiques vis-à-vis d'une baleine ou d'une goutte d'eau. Et en fait, le récit d'anticipation que je vais vous proposer serait un peu comme une fiction expérimentale, au sens le plus proprement expérimental du terme. Et si je devais reprendre ce qui vient d'être dit juste avant la pause, eh bien, cette fiction expérimentale, je dirais qu'elle pourrait imaginer préparer l'humain qui vient à accueillir l'humain qui viendra. Et donc, je l'ai intitulée Symbiographie avec poulpe, essai sur un monde plus qu'humain. La voici. De l'époque d'où je vous parle, je ne peux vous donner les dates. Elle peut être très proche ou très lointaine. En tout cas, le monde y est très abîmé. Mais cela avait commencé déjà bien avant. Nombre d'animaux que le XXIe siècle connaissait encore, ou plutôt croyait connaître, ont disparu. Nombre d'humains aussi. Et ceux qui restent tentent de vivre dans les ruines et de le faire du mieux qu'ils peuvent en espérant ne pas répéter les erreurs du passé. Ils sont les humains que je souhaiterais voir venir. J'ai repris à Donna Haraway des mondes, ceux des compostistes, les habitants du compost. Précisons que la première communauté qu'Haraway avait imaginée dans son Staying with the Trouble est, à l'époque depuis laquelle je vous parle, à sa 5e génération. À chacune naît des enfants qu'on appelle, dans la communauté du compost de New Goley, des enfants qu'on appelle Camille, qui prennent en charge, sur le mode d'une relation symbiotique, les papillons monarques. D'autres communautés symbiotiques ont depuis lors vu le jour. Elles prennent soin des vivants autres qu'humains sur le mode particulier qui est le leur. Toutes ont adopté des modes de coalition ou de cohabitation multispécifiques. Toutes s'efforcent de restaurer des milieux ou des couloirs de migration qui rendent à nouveau la vie possible, et un grand nombre d'entre elles ont en outre forgé, parfois depuis plusieurs générations, des alliances privilégiées avec une, parfois plusieurs espèces non humaines. Ainsi, à présent, dans nombre de ces communautés du compost, quelques enfants à naître se voient assigner un animal symbiote appartenant à un groupe sérieusement menacé. On appelle ces enfants les cimes-enfants. La symbiose y prend diverses formes, que ce soit par une alliance qui oblige à bien connaître et à prendre soin, ou, comme dans la communauté des Camilles, d'acquérir quelques similarités sensorielles avec leurs symbiotes non humains, car, selon leurs termes, ce sont des suggestions charnelles qui les rendront capables de goûter, de sentir et d'entendre, non pas tout à fait comme, mais plus précisément avec leurs symbiotes. J'ai également donné à ce monde que je créais un nouveau domaine de science et de savoir que j'ai repris à l'écrivaine de science-fiction Ursula Le Guin. Il s'agit de la thérolinguistique. La thérolinguistique est un terme forgé au départ du grec théro, qui signifie sauvage. Il désigne, et c'est là l'invention de Ursula Le Guin, la branche de la linguistique qui s'est attachée à étudier et à traduire les productions écrites par des animaux et ultérieurement par des plantes, que ce soit sous la forme littéraire du roman, celle de la poésie, de l'épopée, du pamphlet ou encore de l'archive. J'ai écrit de nombreux épisodes de l'histoire de cette science et j'ai essayé de relater la manière dont elle a réussi à comprendre que les animaux écrivent et racontent des histoires avec des araignées, avec des fourmis, avec des wombats et avec des poulpes. C'est une partie de cette histoire, de cette dernière histoire, la plus récente recherche de l'association des thérolinguistes que je voudrais partager avec vous. Voici, pour commencer, le rapport préliminaire écrit par une chercheuse, Christina Ventin, qui est chargée de recherche en thérolinguistique, suite à la découverte par des pêcheurs dans les calanques de Cassis de fragments de poterie couverts d'un texte d'une écriture inconnue. L'encre utilisée s'est avérée être celle de poulpe commun et non de sèche, comme on avait d'abord envisagé au regard de la calligraphie extrêmement fine. L'analyse génétique a permis, quant à elle, de préciser que ces fragments étaient le fait d'un seul et même auteur, ce que semblait a priori pourtant contredire certaines variations calligraphiques d'un fragment à l'autre. L'association a donc été mandatée pour effectuer le travail de traduction de ces fragments d'écriture, peut-être poulpesque, on n'en est pas encore sûr. Voici le rapport que je vais vous lire. Le rapport de Christina Ventin. En première analyse, nous pensons qu'il s'agirait d'un texte en apparence littéraire, écrit sous la forme d'aphorismes,
Quoi que nous puissions avoir de certitude à cet égard, la caractéristique fragmentaire et donc aphoristique pouvant tout autant être le résultat de très nombreuses parties manquantes, qu'elles aient été perdues ou effacées par le temps ou les eaux. Nous n'avions jusqu'à présent, nous, thérolinguistes, jamais été confrontés à ce type d'archives. Et si c'était bien de l'encre de poulpe, rien ne nous prouvait qu'un poulpe était l'auteur de ces écrits. En outre, si tant est que l'écriture existerait chez les poulpes, à notre connaissance, elle aurait toujours délibérément relevé des arts de l'éphémère, que ce soit en utilisant l'encre sans support, par simple projection dans l'eau, ou que ce soit en dessinant des motifs narratifs colorés à même leur peau, en capturant la lumière, camouflage ou tatouage on ne peut plus fugace, il semble que ces animaux aient toujours été préoccupés de ne laisser aucune trace pérenne, ce qui, selon les pêcheurs qui nous ont alertés, n'a rien de surprenant. Les poulpes excellent dans l'art de la furtivité, ils en seraient peut-être même les grands inventeurs. Ils ne cessent de changer de forme et de couleur, et leur usage des lieux n'échappe pas à cette règle. Les seules habitudes qu'on puisse reconnaître aux poulpes, disent encore les pêcheurs, c'est leur manie de sans cesse rompre avec elles. Ils ne vivent pas plus de quelques jours dans la même tanière, et lors de leurs excursions hors de celle-ci, ils veillent à ne jamais emprunter le même chemin au retour qu'à l'aller. Bon, nous n'avions jamais envisagé que les poulpes puissent laisser une trace écrite pérenne. Ce qui ne signifie pas qu'il n'en existe pas. Les recherches de la thérolinguistique classique ont accusé à ce sujet beaucoup de retard, partiellement dû aux difficultés d'observation. Seulement très partiellement, force nous est de le reconnaître, nos prédécesseurs ayant pendant longtemps été induits en erreur par la conviction héritée de la biologie du XXe siècle que les jets d'encre lancés par le poulpe se résumaient à des stratégies de camouflage sans aucune valeur expressive. Selon cette conception admise, en cas de rencontre avec un prédateur, l'encre aurait pour dessein de créer un écran derrière lequel le poulpe se dissimulerait, le temps de changer de forme et de couleur et de réapparaître, de ce fait, méconnaissable aux yeux du prédateur. Le grand art des prestidigitateurs dans lequel excellent les poulpes ne faisait pourtant que s'annoncer avec cet usage. Car une autre hypothèse a été proposée qui concédait aux poulpes, quoique timidement, une forme d'expressivité délibérée. On a en effet observé que le pigment de cette encre que jette le poulpe ne se dilue que très lentement et que fréquemment, l'encre qui reste en suspension dans l'eau forme une boule assez dense terminée par une sorte de queue. Celle-ci aurait pour vocation de leurrer le prédateur en imitant assez fidèlement la silhouette de son auteur, menant ainsi son poursuivant à littéralement prendre la proie pour l'ombre. Cette deuxième hypothèse méritait d'être explorée. En effet, l'encre, avec cette figure qui leurre le prédateur, ne fait pas que cacher. Elle montre autre chose. Elle pourrait donc tout aussi bien être quelque chose que dit le poulpe, ou plus précisément encore, puisqu'il s'agit d'encre, quelque chose qu'écrit le poulpe. Nous avons été renforcés dans cette intuition en observant des images vidéo qui avaient enregistré cette stratégie. L'une d'entre nous, qui s'était spécialisée dans l'histoire de la thérolittérature illustrée, autrefois appelée bande dessinée, avait remarqué l'étonnante similitude du motif ainsi produit avec les phylactères. Si cette convergence n'était pas fortuite, on aurait alors encore bien plus sûrement affaire à autre chose qu'une stratégie de camouflage, ou alors on devrait sérieusement revoir la notion même de camouflage. Et s'il s'agissait, à l'instar de ce que le phylactère offre à l'image, d'un commentaire, d'un message, d'une signature. En somme, tout nous conduisait à l'idée que ces nuages d'encre pourraient tout autant relever de pratiques textuelles que picturales. Un autre élément plaidait en faveur de l'existence de l'écriture chez les poulpes. Nos prédécesseurs ont remarqué que l'art du récit, chez nombre d'animaux, était corrélé d'une part avec la capacité de rêver et d'autre part avec l'art du jeu. Parmi les nombreux documents vidéo que nous avons pu visionner, un nous a particulièrement passionnés et touchés. On y voyait une jeune poulpe, Heidi, en train de rêver dans son sommeil. C'est toute une histoire qui s'est déroulée sous nos yeux, une histoire dont nous pouvions sans peine suivre, d'après les couleurs sans cesse changeantes, et reconnaissons-le avec l'aide du commentaire de son hôte scientifique, chacun des rebondissements. Dans son rêve, elle aurait vu un crabe. Et ses couleurs, de blanche
tourne au jaune pâle. Puis soudain, tout son corps adopte un gris foncé, ce que font les poulpes qui quittent le fond. Enfin, toujours conduite par son rêve, la voilà qui a attrapé le crabe. Et là encore, d'autres motifs s'imposent. Il faut à présent se camoufler pour s'occuper tranquillement de lui. Elle ira alors, toujours immobile, mais cette fois vêtue d'un vert semblable aux plantes qui forment son paysage onirique, s'asseoir quelque part et sans être vue pourra le déguster. Ainsi, par leur couleur, par le jeu sur les apparences, les poulpes raconteraient des histoires, peut-être pourquoi pas, comme on attesterait ce rêve, des fabulations. Par ailleurs, les animaux qui jouent ont particulièrement intéressé les thérolinguistes, puisque ceux-ci ont envisagé le jeu comme un précurseur possible de l'acte littéraire, une théorie fondée sur une longue étude par un de nos prédécesseurs de la poésie symbolique canine. Précisons que la poésie des chiens, qui relève, selon nos catégories, de la littérature dite objectale, consiste en l'agencement d'objets, ces objets prenant dès lors, dans cet arrangement de type syntaxique, une haute valeur métaphorique et symbolique. Cette poésie, selon notre collègue, n'était pas tant l'effet de la longue cohabitation des chiens avec les humains, hypothèse encore beaucoup trop anthropocentriste, que le produit de la très forte propension et le réel talent des chiens à jouer. Par ses dimensions fabulatrices, ses possibilités d'écart par rapport au réel des situations, le jeu n'est-il pas témoin par excellence, le témoin par excellence, de cette formidable réserve de liberté, cette émancipation des êtres et des choses à ce qu'ils sont et qui est au cœur de l'acte fabulatoire et de l'acte littéraire, qu'il soit poétique, lyrique ou romanesque. Ce qui était en œuvre dans l'art de jouer a été rendu disponible pour un art de fabuler, de raconter, d'inventer des possibles, on n'aurait qu'à dire que connaissent si bien les enfants qui jouent, puis pour l'art ou la nécessité ou la joie d'écrire ce que l'on racontait. Il nous faut ajouter au crédit de cette théorie que les poulpes, à ce que nous en ont dit les pêcheurs, sont non seulement de nature espiègle, mais qu'en outre, et contrairement à beaucoup d'autres animaux, et notamment les mammifères, le jeu chez ces créatures ne diminue pas avec l'âge. Le jeu correspondrait plutôt à la manifestation d'un rapport libre et créateur au monde et aux choses. Peut-être même serait-il plus précisément, dans le cas des poulpes, une expression têtue de cette liberté. On pourrait ainsi relire les histoires qui ont circulé au sujet des poulpes dans les laboratoires ou les aquariums où ils ont été longtemps maintenus en captivité et hésiter en ce qui concerne leur interprétation entre la version ludique de la créativité et celle de l'expression têtue et déterminée de la liberté. Ainsi, en alla-t-il de ce poulpe que le laboratoire d'Otago en Nouvelle-Zélande finit par se résoudre à rendre à la mer après qu'il eut délibérément et à de multiples reprises provoqué de gigantesques et très coûteux courts-circuits en projetant de l'eau sur les ampoules électriques du plafond. Il fit des émules, notamment Otto, au Sea Star de Cobourg en Allemagne. Le poulpe étudié au début du XXIe siècle par le philosophe Stefan Lindquist avait quant à lui pris pour habitude d'actionner les vannes de son aquarium, ce qui avait pour effet de provoquer l'inondation du laboratoire. Le poulpe de l'aquarium de Brighton, quant à lui, bien que nourri à satiété, profitait de la nuit pour se glisser hors de son aquarium, dont on découvrit qu'il maîtrisait l'ouverture, et aller chercher les poissons l'ombre dans les autres réservoirs. On raconte de certains qu'ils attendaient le passage de visiteurs, ou dans les cas de poulpes des laboratoires de leurs expérimentateurs, pour lancer dans leur direction de puissants jets d'eau. Au laboratoire d'Otago, les poulpes avaient visiblement pris un gardien en grippe, lequel se retrouvait à chacun de ses passages à proximité de l'aquarium avec plus de 2 litres d'eau dans le cou. Les poulpes manifestant de ce fait une compétence qui sera expérimentalement démontrée quelque temps plus tard, celle de reconnaître individuellement les humains, même s'ils sont tous pareillement habillés. On apprendra également, dans des expériences similaires, les invitant aux facéties de l'évasion, qu'ils savent très bien quand on les regarde et quand on a le dos tourné, outil élémentaire de l'opportunisme de toute ruse, savoir ce que l'autre perçoit et ne perçoit pas pour mieux le leurrer. Les scientifiques et les soigneurs de cette époque affirmaient également qu'un thermomètre dans un aquarium de poulpe connaît une durée moyenne de vie de 10 minutes. Charles, l'un des poulpes étudiés dans les années 50 du XXe siècle par le très skinnérien Peter Juice, avait dû apprendre à tirer sur un levier pour recevoir une récompense. Une lampe située au-dessus de l'aquarium s'allumait pour le lui signaler. Après quelques jours, Charles, décidément peu behavioriste, a décidé de plier le levier plutôt que de l'actionner,
et réussit au 11e jour à le casser définitivement, compromettant sérieusement l'avenir de la science. Décidant que la lampe méritait le même sort, il l'attrapa avec un de ses tentacules et l'entraîna dans le réservoir. Fin de l'expérience. Les poulpes sont intensément animés par cette conviction quasi kafkaïenne, il y a toujours une issue. Les histoires abondent donc, qui laissent indéterminée la question de savoir s'il s'agit de jeu, de farce ou de guerre d'usure. Trêve d'anecdotes. Au vu de tout ce que nous avions appris et de l'immense intérêt de cette découverte des calanques, il nous fallait impérativement trouver les moyens de mener à bien cette traduction. Un long travail de collecte de fragments d'écriture furtive nous attendait. Les vidéothèques universitaires regorgeaient d'enregistrements, les poulpes ayant fasciné un très grand nombre de scientifiques à partir de la fin du XXe siècle. Nous avons pu collecter de nombreuses séquences d'écriture par jet et nous disposons donc à l'heure actuelle d'une banque de données assez impressionnante de fragments de littérature graphique céphalopodique. Ces enregistrements forment à présent un recueil conséquent de bribes poétiques ou littéraires. Ceci nous a permis d'établir un des lexiques les plus complets de notre corpus, toutes langues et toutes espèces confondues. Toutefois, un lexique ne fait pas une langue, ni ne révèle le spectre presque infini de ses usages. Si nos outils peuvent offrir à ces fragments de retrouver une traduction relativement fiable, terme à terme, cette traduction reste pourtant très littérale. Leur caractère sibyllin, le style aphoristique et l'absence de certaines formes grammaticales par lesquelles un sens peut s'imposer dans nombre de nos langues rend leur interprétation très complexe et d'autant plus difficile que notre connaissance des poulpes reste très lacunaire. Alors, les thérolinguistes avaient déjà été confrontés une première fois à cette difficulté lorsque des théroarchéologues avaient retrouvé des traces d'exsudation phéromonique de papillons monarques sur des feuilles séchées d'asclépiades dans la région de Mexico. Traduit littéralement par les chercheurs de notre association, ces messages ne semblaient a priori pas signifier grand-chose. Et ils avaient d'autant moins de sens qu'ils semblaient se référer à une cosmologie qui leur était totalement étrangère. Les thérolinguistiques avaient alors eu l'idée de faire appel à une des communautés du compost dont ils connaissaient certains membres, la communauté des Camilles, dans laquelle des humains et des humaines vivaient de manière symbiotique avec les papillons monarques dont la route migratoire traversait leur région en Virginie. Et cela avait été un succès. Et le texte des papillons, grâce à cette collaboration, avait pris tout son sens. Aussi, devant la même difficulté, avons-nous adressé notre requête aux compostistes que nous connaissions. Y aurait-il une communauté symbiotique avec les poulpes? On nous a informé qu'une telle communauté existe depuis longtemps au Japon, une autre, pratiquement aussi ancienne, dans la région de Naples, en Italie, la communauté des Ulysses. Eu égard à la diversité culturelle chez les poulpes communs, il nous a semblé plus sage de choisir cette dernière en raison de sa situation sur les côtes méditerranéennes. Dès les tout premiers échanges, la communauté napolitaine des Ulysses a accepté. Mais elle nous a toutefois imposé une condition. L'un ou l'une d'entre nous, ayant œuvré à la traduction, devait venir personnellement et rester avec la communauté tout au long du travail que nous nommions interprétation, mais qu'eux-mêmes, nous ont-ils signalé, préfèrent appeler expérimentation sur les significations, sperimentazione dei significati. Nous n'avons eu d'autre choix que d'accepter. Pour certains d'entre nous, cette condition était même réjouissante. Une de nos jeunes chercheuses, Sarah Buono, parlait italien et se porta volontaire. Nous l'avons donc mandatée avec la charge de nous envoyer, le plus souvent possible, un rapport au sujet de la progression de son travail. Ceci est la fin de l'extrait du rapport que je viens de lire. Faute de temps, je ne pourrais vous donner que quelques extraits des mails que Sarah Buono a envoyés tout au long du projet, depuis le début du mois d'août jusqu'au milieu du mois de novembre. Ces extraits nous donneront un aperçu de la vie de la communauté des compostistes, la vie des Ulysses, et c'est cela qui nous intéressera ici. Nous n'aborderons pas le texte sur lequel il s'agit d'expérimenter des significations, en sachant que de toute manière, ce travail, en principe, devait achever la mission. Mail de sarah.bueno@assosterolinguiste.fr. Objet, rapport traduction. Date 13 août à christina.ventin@assosterolinguiste.fr. Chère Christina, chers et chers collègues,
Nous n'avons pas encore commencé le travail sur le sens du texte. Je vous tiens toutefois informé de ce que nous avons fait jusqu'à présent. J'ai été assez surprise d'apprendre que la personne qui allait le prendre en charge avec moi, Ulysse, était un cime enfant de 15 ans. Il m'a été expliqué que non seulement Ulysse était l'un des plus talentueux cimes enfants de sa génération, mais qu'en outre, il commençait à maîtriser l'italien, ce à quoi n'arrivaient encore qu'imparfaitement les autres cimes enfants de son âge et même un peu plus âgés. De fait, j'ai pu le constater, les Ulysses n'apprennent l'italien qu'à partir de l'âge de 12 ans et bénéficient d'une relative bienveillance quand ils ne comprennent pas ou n'arrivent pas à s'exprimer, ce qui compromet certainement les progrès de cet apprentissage. On trouve toujours quelqu'un pour traduire, me dit en riant Ulysse. Il ajoute qu'un dicton affirme que les cimes enfants investissent dans les langues de leurs bras ce que les non-cimes investissent dans la langue de la tête, ce qui signifierait que ces cimes sont ce que nous appellerions dans notre système de pensée peu doués pour les langues articulées. Jusqu'à l'âge de 12 ans, les Ulysses parlent donc une langue particulière qui fut inventée pour eux il y a un peu plus de 4 générations. Je précise qu'ici, on ne compte pas en années, mais en générations, Ulysse étant de la génération 6. C'est avec cette langue qu'on s'adresse à eux, ce qui oblige chacun des membres de cette communauté qui ne la parle pas, les non-cimes, à sans cesse demander le relais d'un cime bilingue. Chaque cime devient dès lors, une fois qu'il maîtrise sa seconde langue, l'italien, un traducteur exercé et souvent sollicité. Selon Ulysse, cette organisation particulière a eu pour effet d'intensifier sérieusement les relations sociales et donne lieu à d'interminables et très agités palabres sur les significations et les bonnes manières de traduire. Cette autre langue, m'explique Ulysse, permet aux enfants de ne pas entrer trop vite dans les catégories qui façonnent le rapport au monde et aux autres. C'est une langue, dit-il, je le cite, qui n'a pas de centre, une langue traversée ou traversière. L'italien, comme le français et bien d'autres langues européennes, dit-on encore là-bas, sont des langues qui donnent au sujet plein pouvoir sur le verbe, le sujet constituant le centre significatif de tout énoncé. Les usages de sa grammaire instituent un sujet qui régente, qui détermine et dont les actes ne sont jamais que la conséquence de sa volonté. Ce sont, affirment les cimes, des langues forgées par et pour des êtres fascinés par la maîtrise et le contrôle, dont la syntaxe désigne, comme on accorde des privilèges, ce qui sera sujet et ce qui sera objet, qui sera doté d'action et qui s'en verra dépossédé. Dans la cime langue des Ulysses, en revanche, je vais le dire avec leurs mots, le sujet n'est que le destinataire passager d'un verbe qui le saisit. Tout sujet est en devenir non dans son propre agir, mais dans une multiplicité d'agir qui le déborde. Fin de citation. C'est pourquoi leur grammaire ne connaît pas la forme du singulier. Un verbe est toujours pluriel, même lorsqu'un seul sujet est nommément désigné. Je les cite encore. Le sujet est celui qui se présente, mais il y a une foule qui s'agite derrière lui. Aussi, les choses, comme les créatures, font-elles faire. C'est ce que nos anciens appelaient la voix moyenne. Avec cette voix moyenne, nul ne peut être ni totalement passif, ni totalement actif. Aucun verbe, disent-ils, ne tient tout seul. Je les cite à nouveau. Il est toujours le résultat d'un autre agir qu'accueille celui qui assure la médiation d'une cascade de fer. Ainsi, en cimelangue, revendiquer le fait d'avoir une idée, eh bien, se dit, c'est affirmer que quelque chose vous fait penser. On dira, une idée m'est venue, ou bien, il me vient à l'idée. Et j'ai remarqué que la formule polie qu'utilise Ulysse pour annoncer qu'il a quelque chose d'important à dire est « une idée insiste pour être accueillie ». Par ailleurs, en cime, on ne dit pas « je vois », mais quelque chose se donne à voir. On ne dit pas « j'attends la pluie », mais « la terre réclame la pluie » ou encore parfois « la pluie m'invite à l'attendre ». Quoique si l'on est certain qu'il va pleuvoir et que les nuages les plus sombres s'amoncellent sur la mer, on se contentera de l'expression la plus simple « la pluie m'arrive ». Et encore, le M' doit être précisé par son incorporation. Chez nous, dit Ulysse, être sujet, c'est être capturé par un verbe, passeur de relais, de multiples désirs et de volontés. Par ailleurs, ce que les langues non-cimes désignent par ou se dit et encore. Et le ni n'existe pas. Car, disent-ils, je les cite à nouveau, aucune chose qui en contredit une autre ne peut recevoir la puissance d'exclure, si ce n'est lorsqu'un choix vital doit s'imposer. Mais alors nous avons une locution particulière que je traduirai par « il s'impose que ».
Enfin, l'équivalent du pronom personnel je dans la position de sujet, ou celui du M apostrophe que nous venons d'évoquer, est absent de la langue sim. Les sim-enfants parlent d'eux-mêmes en disant ce qui correspondrait dans notre langue à un il neutre, le it des anglophones, et qui désigne une partie de leur corps que prend en charge le terme générique sim, pod. On peut y ajouter un suffixe qui permet de désigner l'endroit du corps pour lequel ce pronom s'exprime, le plus souvent les bras et les jambes qui prennent grande part à l'action chez les cimes et que sollicitent souvent les sensations et les affects. Poda et podi pour les bras gauche et droit, podé et podé pour les jambes. La tête est moins souvent désignée comme responsable d'une action ou comme soumise à un affect, et si un cime tend à l'invoquer trop fréquemment, il sera la cible d'une taquinerie que l'on pourrait traduire par « elle croit qu'elle veut ». Alors, plutôt que de dire je veux aller là ou je veux prendre ceci, la langue sim enjoint de dire, par exemple, podé, mes jambes conduisent là-bas, ou podi veut prendre cela. Voire, autre traduction possible et sans doute plus fidèle, cela appelle, incite, podi, les bras. Ulysse m'a également expliqué qu'il existait au niveau sémantique une déclinaison de pod, qui se dit pods, qui désignerait ce que nous appellerions un bras fantôme, ou plus précisément un tentacule fantôme, en référence aux membres amputés qui continuent de se faire sentir malgré son absence et qu'ils traduisent par les bras qui manquent. Lui-même, Ulysse me dit en avoir 3. Certains signes très doués peuvent en avoir 4, dont un qui tend souvent, depuis quelque temps, me dit-il, à s'enkyloser pour des raisons qu'il ne parvient pas à élucider, mais il paraît que c'est très fréquent quand les cimes approchent l'âge adulte. À ce propos, Ulysse m'a éclairé quant à la différence des calligraphies que nous avions décelées sur les différents tessons et qui nous avait conduit d'abord à penser que nous avions affaire à plusieurs auteurs. Ce poulpe a écrit à certains moments avec un de ses 8 bras, à d'autres avec un autre, ce qui explique les variations. Ulysse dit que selon le philosophe Peter Godfrey Smith, un philosophe du XXIe siècle, il y a chez le poulpe un chef d'orchestre, le cerveau central, mais les musiciens qu'il dirige sont des jazzmen enclins à l'improvisation qui ne tolèrent sa direction que jusqu'à un certain point. Il arrive même, dit-il, que certains scientifiques disent que par moment, un poulpe ne sache même pas où sont ses bras. Alors c'est pour cela qu'Ulysse me dit que si ce poulpe a bien écrit une autobiographie, parce que nous avons le sentiment qu'il s'agit bel et bien d'une autobiographie, il s'agirait plutôt, au vu de la multiplicité des êtres qui le peuplent, d'une symbiographie, une autobiographie écrite à plusieurs. Nous n'avons pas encore, chers amis, abordé le contenu de ces fragments autobiographiques et je ne peux guère, à l'heure actuelle, vous en dire plus. Ulysse m'a fait clairement sentir que je ne pouvais espérer commencer ce travail avant d'avoir compris moi-même comment eux-mêmes tentent depuis leur enfance, dans l'apprentissage de la langue comme dans la formation de leur corps, dont je vous parlerai dans un prochain mail, de penser et de sentir avec leur symbiote, faute de quoi je ne pourrais rien comprendre. Je commence à penser, au vu de ce que j'apprends, qu'il a raison. Chers amis, recevez mes amitiés, etc., etc. Mail du 31 août. Sarah Bueno, association-terreaulinguistique.fr, rapport traduction comme objet à christina.ventin@assoterreaulinguistique.fr. Chère Christina, j'ai bien reçu votre mail collectif et les très nombreuses questions que vous m'avez adressées. Oui, vous avez raison, c'est passionnant et troublant. Et oui, j'avoue que moi-même, je me sens un peu troublée. Ces 6 enfants ne vivent-ils pas une vie bien difficile, parlant une langue que la majorité des membres de la communauté ne comprend pas, vivant souvent dans un monde un peu à part, avec des sensations très différentes que n'éprouvent pas les autres? Ne s'agit-il pas d'une forme de dressage qui doit les isoler en les rendant si différents? Bien sûr, nous avons des stratégies bien rodées pour sortir du trouble. Pensez par exemple que notre propre système éducatif n'est pas si tendre que cela pour nos enfants, que l'entrée dans le langage et plus encore dans des systèmes d'écriture alphabétique comme les nôtres les ampute en quelque sorte également de formes de sensibilité et les exclut de manière parfois très violente d'un monde où un rayon de soleil pouvait se goûter, la couleur se sentir, où la lumière et l'ombre pouvaient s'entendre, où les choses avaient chaleur et rythme, où les formes se découvraient par les lèvres et la langue? Aucune réponse n'est simple et la mienne n'est pas vraiment très satisfaisante. Ces personnes le savent et ne cessent de penser ce qu'elles font en essayant de faire au mieux avec les contradictions. Ainsi, cette langue qu'ils ont créée vient-elle étayer ou à tout le moins ne pas contredire la manière dont on prend soin des corps de ces enfants et surtout la sensibilité particulière
qu'on les conduit à acquérir ou à préserver. Car les corps et les intelligences de ces enfants font l'objet de tout un apprentissage d'éveil, fait de techniques qui cultivent et affinent les sens, qui parfois en créent de nouveaux et qui leur inculquent des savoir-faire et bien entendu des savoirs. Ces apprentissages, maintenant expliqués, ont été dès l'origine pensés de telle sorte qu'ils puissent permettre à ces 6 enfants à la fois d'entrer en relation d'une manière très proche de celle de leur symbiote, des poulpes, avec les mondes humains et non humains, et d'acquérir les savoirs que les enfants de leur âge doivent maîtriser, comme l'arithmétique, les sciences naturelles, la physique, les littératures humaines et animales, l'histoire, les arts et la géométrie, en veillant à ce que ces seconds apprentissages composent, sans trop de friction, avec les premiers, voire soient même soutenus par eux. Ils apprennent par exemple à voir avec la peau, les yeux fermés, comme savent le faire certains aveugles et comme le font les poulpes. Oui, ça s'apprend. La communauté a d'ailleurs construit pour les 6 enfants des vitraux de coloris différents et dont les pièces sont interchangeables, et les Ulysses doivent reconnaître les couleurs sans les voir en sentant les différentes façons dont les rayons du soleil les ont traversés avant de venir toucher diverses parties de leurs bras et de leurs jambes. Ils disent que l'apprentissage est maîtrisé lorsque, je les cite, la lumière vient à eux, qu'ils, ils parlent de leurs bras et de leurs jambes, l'attrapent comme une balle qui serait jetée vers eux. Ils apprennent à goûter la forme des choses et on leur inculque ainsi les premiers éléments de géométrie. Ulysse me dit que les sphères sont les plus agréables, mais qu'elles s'avèrent sans surprise. Ainsi aussi, au cours de botanique sensible, leur enseigne-t-on à discriminer l'essence de chaque arbre, comme le faisait l'aveugle Jacques Lucéran, au seul bruit de son ombre. Ulysse m'a conseillé de le lire et j'y ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Bien légère, écrivait par exemple Lucéran, est la différence entre la voix d'un homme et celle d'un arbre. Et je le cite ici, si ce n'est peut-être celle que crée l'habitude de comprendre plus rapidement la voix d'un homme que celle d'un arbre. De ce qui les entoure, et comme ce dernier savait le faire, les cimes apprennent également à sentir la présence des choses, comme autant d'effets, de vibrations et surtout de pression. Ainsi, Ulysse disait-il des murs de la pièce où nous nous tenions, qu'il s'appuie sur lui à distance et que lui-même s'appuie sur eux. Alors, dans votre mail, vous me demandiez pourquoi est-ce un adolescent et non un adulte qui a été désigné pour accomplir ce travail avec moi? Ben, la raison elle est simple, parce que la communauté pense que les talents que développent les 6 enfants tendent à s'estomper avec l'âge et avec l'entrée à la fois dans la langue et dans une vie sociale plus vaste avec d'autres contraintes. Au début de l'adolescence, on invite les Ulysses à entrer progressivement dans la langue, dans l'autre langue, et à multiplier les relations sociales en utilisant celle-ci. Et leur rétivité à l'apprendre fait l'objet d'un mélange subtil et assez ambivalent d'encouragement et de désapprobation. En outre, à l'âge adulte, ils n'ont plus autant de temps pour mener à bien les exercices. Ils doivent assumer d'autres responsabilités, faire de plus en plus de choix, prendre des décisions et rendre des comptes, toutes choses pour lesquelles la langue cible n'est pas très bien adaptée, ce qui les conduit progressivement à privilégier l'usage de la deuxième langue. La formidable sensibilité qu'ils et elles ont acquise va donc s'émousser, sans disparaître tout à fait. Et d'après leur témoignage, lorsqu'un CIM choisit d'adopter ou de faire un enfant qui sera lui-même CIM, ses sensibilités seront à nouveau réactivées. Quant à mon Ulysse, le fait qu'il ait opéré une entrée remarquablement rapide dans la langue italienne, sans que toutefois elle ne s'impose, le situe encore à la charnière entre le monde des cimes et celui des non-cimes. Ulysse pense et rêve encore dans sa langue d'origine, et ses gestes témoignent de ce que les différentes parties de son corps ont toujours cette relative autonomie et cette sensibilité immédiate si particulière, quand, dit-il, les intentions à agir suivent plutôt qu'elles ne précèdent l'action. Ah ben, il y fait attention, il joue encore quotidiennement à la balle les yeux fermés et ça donne à de longues heures d'improvisation musicale avec les autres 6 enfants. Mes mains continuent à apprendre à vivre leur vie, dit-il. Tout comme il s'exerce à utiliser ses jambes comme des bras, à goûter les choses avec les doigts, à sentir ses bras fantômes et à obéir à leurs impulsions. Pour ses cours de mathématiques et de géométrie appliquée, il tresse des filets de pêche avec les mains, les pieds et la bouche. Il voit, m'assure-t-il, de manière de plus en plus aiguë la couleur des nombres et le rapport que chacune de ces couleurs entretient avec le rythme du temps. Il perfectionne son savoir botanique et reconnaît à présent l'essence de nombreux arbres et plantes
au son de leur jeu avec la lumière. Il me dit également qu'il lui reste beaucoup à apprendre, concernant l'eau notamment, et qu'il peine un peu avec les différents, trop nombreux pour moi, dit-il, les différents termes qui traduisent les variations de densité, de chaleur, de rythme, de musique, d'oxygénation, de capacité de diffraction de la lumière de l'eau de mer. Oh, je les connais avec mes doigts et ma bouche, dit-il. Je n'arrive pas à les mémoriser avec les mots, et moins encore ceux qui désignent des formes d'eau que nous ne connaissons plus. Je lui demande si ça compte, si vraiment ça compte de retenir tous ces mots, si la connaissance par le goût ou le toucher ne peut suffire. Il a ri d'un rire pâle. Enfin, dans quel monde vivez-vous, Sarah? Quantité de formes que prenait l'eau, quantité de manières d'être qui nous donnaient des centaines et des centaines d'eau ont disparu ou sont en train de disparaître. Ignoreriez-vous? Si nous ne conservons pas les mots, nous les aurons perdus à tout jamais. Et nous abandonnerons alors même l'idée ou le désir d'un jour les retrouver. Il faut que les mots nous rappellent ce qui est et ce qui a été, même si cela nous fait souffrir. Autant pour moi essoufflé. Alors, quant à la question que vous me posiez à propos de sa généalogie, je sais qu'il est Ulysse par une de ses deux mères. Son autre mère et son père sont non-cimes. En général, les cimes enfants le sont par un ou plusieurs de leurs parents. Mais il arrive, me disent-ils, que certains enfants cimes naissent de parents non-cimes. Ils m'ont raconté que ces enfants, dès l'entrée dans la vie, ressemblent à ce qu'on appelait, il y a très longtemps, les enfants des fées. Les enfants nés de fées dont on pensait, au vu de leur étrangeté, que les fées les auraient substitués au berceau à des bébés humains. Le XXe siècle oublia cette ancienne sagesse et les appela autistes. Un siècle peu avare en malédiction, remarque les cimes, ce qui engageait ces enfants généralement dans un destin très difficile. Oh, nous, quand un tel enfant nous vient, nous considérons cela comme une bénédiction, car nous savons que cet enfant deviendra un cime très doué. Nous lui donnons une éducation semblable à celle des autres enfants, enfin des autres cimes enfants, quoique nous le laisserons découvrir sa propre langue s'il en a déjà une. Dans ce cas, un système de toute façon de réadoption est mis en place qui ajoute à la parentèle une mère ou un père cime. J'en viens à votre dernière question, à laquelle je répondrai avec beaucoup de tristesse. Non, je ne suis pas allée voir les poulpes parce qu'ils ont disparu de cette région. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je croyais vraiment qu'ils étaient toujours là dans la mer et comme chaque jour je voyais les Ulysses aller nager, je pensais qu'ils allaient rejoindre les poulpes. Je l'ai appris hier quand j'ai demandé à les voir. On m'a répondu, mais enfin comment? Vous ne saviez pas? Les poulpes ne sont plus là depuis très longtemps. J'ai cru qu'on se moquait de moi. Et peut-être n'avais-je pas tout à fait tort, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, ils étaient encore bien présents aux premières générations, mais leur nombre est allé diminuant jusqu'à l'extinction de ce groupe. Il y en a encore parfois, on pense qu'il y en a encore, le Japon en connaît encore quelques-uns, mais nous, dans notre région, nous n'avons plus vu de poulpes depuis l'époque de nos grands-parents. J'achève ici, c'est moi qui reprends la parole, les extraits de cette correspondance. En fait, nous sommes entrés dans le monde des humains à venir et à partir d'ici, ce sont les histoires des poulpes qui pourraient prendre le relais. Quelles histoires? Il y en aura plusieurs, mais une dernière m'importe encore de vous raconter et c'est celle-ci. Sarah sera très choquée par cette découverte de l'absence des poulpes. Et elle va commencer à remettre en question non seulement sa propre présence, enfin cette traduction qui ne commence pas, et de mail en mail, on voit que ça ne démarre pas, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit dans ce texte, mais également pour elle l'absurdité de toute cette histoire de symbiose sans symbiote. Quel sens est-ce que cela a? Alors Ulysse va tenter de le lui faire comprendre, comme il l'avait déjà fait avec l'eau. Et il va lui parler de sa grand-mère qui vivait avec les poulpes. Il va parler des joies, des gens de la génération de sa grand-mère et de sa grand-mère, et des tristesses ici, des tristesses aussi, puisque les poulpes ne vivent jamais plus de 2 ans. Les enfants passaient d'un deuil à l'autre, mais, disait-elle, ils étaient heureux. Et le grand deuil a été la disparition totale des poulpes de la région. Mais restait l'espoir qu'un jour ils reviennent et qu'ils soient prêts. Et c'est ainsi que les cimes préparent le retour des poulpes au cas où, qu'on nettoie la mer, qu'on essaye d'assainir les eaux, qu'on essaye de limiter la pêche et qu'on lutte. Et puis Ulysse va lui montrer une image, celle d'une fleur. Et ici, je reprends l'extrait de son mail où elle va expliquer comment elle va comprendre ce que font ces symbiontes, ces cimes enfants sans symbiote à l'aide de cette image et de ce que Ulysse va lui en dire. Voici l'extrait. Ulysse est allé chercher un grand livre sur une des étagères. Il s'est assis à mes côtés et l'a ouvert sur une grande et belle image
une peinture de fleurs magnifique. C'est, dit-il, une orchidée, Ophrys apifera, dont la fleur ressemble aux femelles des abeilles. Dans des temps anciens, me raconte-t-il, les mâles de ces abeilles tentaient de s'accoupler avec la fleur et ils repartaient avec le pollen qu'ils allaient déposer ailleurs sur une autre fleur. Cette orchidée fait toujours des fleurs, mais plus aucune des abeilles qui ont porté l'image ne vient la visiter parce que ces abeilles se sont éteintes. Le texte qui accompagne l'image nous dit que sans leur partenaire, les orchidées ont dû se résoudre à s'auto-féconder, une stratégie génétique de dernier recours qui ne fait que retarder l'inévitable. Ulysse a continué à lire. Rien ne reste de l'abeille, mais nous savons qu'elle a existé grâce à la forme et aux couleurs de la fleur. Ne subsiste à présent que l'idée de ce à quoi ressemblait une abeille femelle aux yeux d'une abeille mâle, telle qu'elle a été interprétée par une plante. Ainsi, la seule mémoire que nous ayons de cette abeille est une peinture dessinée par une fleur mourante. Karasara, alors soufflait Ulysse, comprenez-vous pourquoi tout ce que nous faisons est important? Alors, Sarah comprendra. Il arrivera encore bien d'autres choses et Sarah restera dans la communauté, laissera tomber sa thèse, laissera tomber l'idée d'un retour et participera au travail de la communauté pour faire revenir les poules. Notamment parce que, entre-temps, tout à la fin, quelques poules sont revenues, mais en extrêmement mauvais état, dans un état de violence, de traumatisme absolument incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'Ulysse dira peut-être que le texte va nous indiquer ce qu'il en est et peut-être qu'il va nous permettre de comprendre pourquoi les poules qui reviennent vont si mal. Mais cela, je vais vous faire un sale coup. C'est une autre histoire qui ne fait que commencer. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions de nos... Non. D'accord. Est-ce que quelqu'un, Joseph, Alain, voudrait réagir? C'est vrai que c'est pas... Alain voudrait parler, mais oui, alors, le micro est coupé. Alain. Vous m'entendez là? Oui. Oui. J'entends. Je suis très fasciné par ce que je viens d'entendre et j'ai beaucoup repensé à mes vieilles études d'éthologie. Il était souvent question de marquage de territoire, marquage visuel, marquage olfactif, marquage sonore, de défense de territoire, de comportement de cours. Et donc, je suis tout à fait convaincu qu'il n'y a qu'un pas de ces activités d'inscription à des activités d'écriture. Donc, tout ce que vous venez de dire, Vinciane, me fascine absolument et je me reproche, quand j'étais l'étudiant de Rémi Chauvin, de, de n'avoir pas eu l'envie ou le réflexe d'aller plus loin, de prendre tout ce qu'il disait. D'ailleurs, c'est un grand savant, mais au pied de la lettre, sans pousser un peu du côté de la fiction. Je ne veux pas dire par là que ce que vous nous avez raconté est de la fiction, mais en tout cas, ça fait partie de cette qualité d'imagination qui, quand elle atteint un scientifique, lui donne une portée extraordinairement supérieure à une pensée, je dirais, limitée aux faits, aux observations strictes, etc. Donc voilà, je suis très, très fasciné par ce que vous venez de dire. Je vais regarder autrement les poulpes. Je sais que ce sont des animaux extrêmement passionnants. On me racontait récemment que quelqu'un avait vu l'image d'un poulpe qui ouvrait une boîte de conserve ou un pot avec ses tentacules pour aller y chercher un crabe. Enfin, tout ça est très patient. Mais ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire ce passage à l'écriture, c'est-à-dire à la fiction, me semble à la fois fascinant et je dirais réaliste. Je ne doute pas que ce soit possible. Ça semble quand même relativement, je dirais, extravagant, mais je crois que c'est une piste absolument fascinante. Ce qui doit pouvoir, j'imagine, aussi s'appliquer à d'autres animaux, qui inscrivent, qui marquent. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez les choses, mais
du marquage à l'écriture, je pense que vous avez fait la preuve qu'il n'y a qu'un pas. D'abord, laissez-moi vous remercier chaleureusement parce que, comme vous en doutez, c'est un texte très expérimental et c'est nouveau pour moi, ce genre de pratique. Et donc, c'est parmi mes premiers auditeurs, lecteurs. Donc, c'est à part les gens qui m'ont relu pour mes amis, pour me corriger, pour me discipliner un peu. Alors, ce que vous dites, mais ça touche tout à fait. En fait, moi, ce que j'essaye de faire avec les éthologistes, et il y a certains avec qui il ne faut presque pas le faire, c'est les tirer toujours un tout petit peu plus loin que là où ils voudraient aller. Mais parfois, c'est minime comme mouvement, et ils sont prêts à y aller. Et en fait, c'est ce que pour moi, on fait merveilleusement Deleuze et Guattari, notamment dans Mille plateaux, à propos du territoire, en considérant que le territoire est matière d'expression et que c'est la naissance de l'art, que tous ces marquages. Et je reprends aussi Souriau qui disait, qui avait une merveilleuse observation de la territorialisation, plus particulier chez les oiseaux, qui disait finalement que le territoire, c'est un prétexte à spectacularisation. Et donc, on est là-dedans. Et donc, moi, j'ai été profondément touchée par leur façon de bien connaître l'éthologie et de la déplacer de manière absolument minimale en étant très respectueux des faits. Ce que je ne suis pas, évidemment, moi je commence à. Bon, je suis. Alors, il y a de l'autre côté, il y a la merveilleuse nouvelle d'Ursula Le Guin sur les graines d'acacia. Et en fait, c'est de là que vient l'association d'hétérolinguistes. Et elle imaginer qu'on a que les hétérolinguistes, là, donc c'est les toutes premières recherches de l'association d'hétérolinguistique, les hétérolinguistes vont trouver sur des graines d'acacia soigneusement arrangées à l'issue d'un tunnel d'une fourmilière, visiblement quelque chose qui relève de l'écriture par exsudation phéromonique. Et c'est très joli parce que c'est un plagiat à la Georges Perec. On est à la limite de Cantatrix sopranica parce qu'il y a une controverse chez ces scientifiques sur la bonne manière de traduire quand, par exemple, les fourmis ont écrit « là-haut la reine ». Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on encense la reine ou comme le haut, c'est le danger chez les fourmis, est-ce que c'est pas vouloir, est-ce qu'il ne faut pas le traduire par « à bas la reine », ainsi que l'expression « manger les œufs ». Il y a une merveilleuse controverse sur la bonne manière de traduire. Et donc, moi, je suis partie de ces deux choses-là en me disant, et moi, je voudrais ajouter des humains parce que c'est savoir quels humains seront à la hauteur de ce type de récit. Et c'est pour ça que je suis allée chercher chez. Donc, moi, en fait, j'ai pillé joyeusement, mais pillé en sachant que Donna Haraway demandait que la société des compostistes se mette à exister. Et donc, je me suis dit, bon, il me faut des compostistes qui vont vivre en symbiose. Mais je trouvais que le pari le pari était, je trouvais, plus risqué et plus intéressant d'imaginer qu'il n'y avait pas de poulpe et de les faire revenir que tout à la fin, parce que le texte à ce moment-là doit être traduit parce que c'est eux qui l'exigent, parce qu'ils sont en mauvais état. Et essayer de trouver pourquoi ils sont en mauvais état, et le texte peut l'indiquer. Et c'est un peu avec tout ça que j'ai joué en me disant, et vous avez raison, je pense que l'idée d'une écriture, vous savez, l'idée, par exemple, de la poésie objectale, de la littérature objectale chez les chiens, en fait, c'est une dresseuse de chiens qui est une essayiste philosophe qui s'appelait Vicky Hearn, qui l'avait proposé un jour son chien a déposé des objets dans un ordre tellement rangé qu'elle s'est dit c'est pas possible, il y a du symbolique chez les chiens et il y a de la poésie symbolique. Alors évidemment, tout le monde a hurlé, mais c'est pas possible, elle est folle, qu'est-ce que c'est que ça pour de l'anthropomorphisme. Et moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, il fallait reprendre toutes ces intuitions. Et en fait, c'est des tas d'intuitions qu'ont les éthologistes, etc. L'idée que, par exemple, de Thomas Saraceno, par exemple, que les araignées, elles archivent dans leur toile d'araignée, que ce sont des archives historiques. Tout ça, ça peut nourrir l'idée qu'il y a une écriture chez l'animal. Peut-être pas comme je l'imagine, mais au moins, ça nous fait faire le pas. Voilà, je comprends. Tout à fait. Il y a beaucoup d'animaux qui font des offrandes aussi. Vous parliez des chiens. Les chiens font souvent des offrandes, ou les chats font des offrandes à leur maître. Tout à fait, oui. Qui rate des souris et qui les ligne, il fait une offrande. Et je pense que tous ces comportements sont des récits, c'est-à-dire que ça raconte des histoires, en fait. Ça raconte des histoires. Et d'ailleurs, un animal qui a un comportement de cour ou qui défend son territoire ou qui le marque, se raconte une histoire. Totalement. Et moi, par exemple, je promène avec une chienne qui a visiblement eu le bon goût de m'adopter. Et j'ai fini par penser, quand je me promenais avec elle, que chaque fois qu'elle allait renifler, en fait, c'est parce qu'elle voulait qu'on lui raconte une histoire. La rue lui raconte une histoire. La rue, quand on est en ville,
et les chants, quand on est dans les chants, tiens, il y a un tel qui est passé par ici, tiens, il a tel âge, il a fait ceci, il a fait cela. Et je pense que ils sont dans des fictions. Et qu'elle a, si les chiens aiment tellement promener, oui, quand ils sont jeunes, ils ont envie de se dépenser. Mais plus tard, c'est pas ça. Je crois que c'est un peu comme pour nous. On a besoin, moi, j'ai besoin de lire X mots par jour, ça par quelques centaines. Sinon, je me sens appauvrie. Et peut-être qu'en effet, les animaux sont dans des perspectives aussi où ils ont besoin. Et puis, le rêve chez les animaux montre qu'en effet, il y a de la fabulation. Le poulpe qui rêve. Donc, je n'ai pas cité toutes mes sources parce que ce n'était pas possible dans ce cadre-ci. Mais c'est un film qu'a tourné David Skill, SCH, 2L, voilà. Et on le trouve sur Internet et on voit vraiment la poulpe Heidi qui rêve. Et c'est vraiment très, très joli. Bravo, en tout cas, ce sont des recherches absolument fascinantes et Merci. je suis très, très heureux que vous ayez conclu ce colloque d'une façon si magistrale, si originale et si stimulante pour nos rêveries. Merci beaucoup. À la fois d'artistes et de scientifiques. Je ne sais pas, Olivier, Raphaël et Joseph, s'il est temps d'un mot sinon d'adieu, d'au revoir. Mais aussi d'autres questions à Vinciane, évidemment. Je pense effectivement qu'on est arrivé à un bon moment pour te donner la parole, Alain, en remerciant Vinciane Després pour cette magnifique conférence de clôture. Alain, on te donne la parole pour ces quelques mots de la fin. Bien évidemment, ce sont des remerciements. D'abord à titre égoïste, puisque j'ai beaucoup appris pendant ce colloque sur des sujets qui m'intéressent depuis longtemps, mais je ne savais pas à quel point ils m'intéressaient, sur les objets connectés, sur les robots sociaux, sur les organismes luminescents, sur le transhumanisme en général, qui étaient des concepts sur lesquels, comme j'ai dit au début, j'avais un certain scepticisme. Voilà, j'ai beaucoup appris sur beaucoup de choses, sur tout ce que j'ai pu suivre. Malheureusement, j'ai raté quelques interventions et je me promets de les écouter puisque tout est enregistré. Voilà, c'était une expérience extraordinaire. Je pense qu'on a peut-être, enfin, on va être un peu immodeste, on a réinventé le colloque. Parce que le colloque, en fait, en réalité, c'est le contraire de ça. Dans le colloque, on rassemble des personnes dans un même espace, on produit de l'échange, de la communication. Et là, on est arrivé à faire tout ça en étant tous séparés dans des espaces différents. Et finalement, cette séparation, je trouve qu'elle nous a apporté beaucoup de choses, puisqu'on a vu chacun un peu chez lui, dans son espace, dans son intimité, avec une plus grande liberté de gestes, d'expression, d'intonation. Donc, je pense que cette formule, je ne dis pas qu'il faut maintenant, dorénavant, la privilégier du colloque par visioconférence, mais en tout cas, ne pas la mépriser. Je pense qu'elle nous a appris beaucoup de choses. Voilà, donc je forme le vœu non seulement qu'on refasse des colloques, qu'on expérimente à nouveau, qu'on réactive ce groupe de recherche que vous avez magnifiquement piloté, Joseph, Raphaël et Olivier. Donc, je souhaite vraiment que le Fresnoy continue à soutenir cette démarche. Elle nous enrichit beaucoup. Je rappelle qu'on a un lieu quand même principalement dédié à la recherche artistique, à la production, même si nous orientons vers une nouvelle formule du Fresnoy qui invitera les scientifiques à participer à nos travaux. Mais voilà, tout cela est non seulement au profit de la connaissance, tout ce qu'on a entendu, mais au profit des artistes qui, j'espère, ont été très stimulés. Je pense que nos étudiants qui ont suivi ont dû avoir plein d'idées. Ça m'a rappelé cette belle époque de mes études où j'avais des idées d'artistes en écoutant Lévi-Strauss ou en écoutant Roland Barthes, même s'il parlait de choses qui n'avaient rien à voir avec mon imagination. Voilà, c'est le monde des idées, il est extraordinairement fécond, il est extrêmement stimulant, même pour nous permettre d'inventer des choses étrangères à ce dont on parle. Bon, par exemple, l'intervention qu'on vient d'entendre de Vinciane Després, elle me fait rêver à des films, à des romans, à des tas de choses, en même temps que j'ai appris. Donc, je souhaite vivement que nous recommencions. Je vous remercie tous, très sincèrement, très chaleureusement. Je remercie évidemment aussi toute l'équipe du Fresnoy qui a rendu possible ce colloque improbable. Nous nous demandions comment ça allait se passer, comment ça allait être possible, comment techniquement ça allait fonctionner.
finalement, malgré quelques petits accros, ça a fonctionné plutôt très bien, je dirais. Donc voilà, moi j'en suis très heureux et je forme le vœu que nous récidivions. Est-ce que vous m'avez entendu? Bien sûr, bien sûr. Merci, merci beaucoup, Alain. Écoutez, à la prochaine. Merci encore, Vinciane. Et à très bientôt, j'espère. À très vite. Un grand merci.